Alors, première question, très bien. Allez, messieurs. Première question qui est très souvent posée, c'est la question qu'il y a ici. Pourquoi la chassidoute Chabad, alors en vérité c'est la chassidoute de manière générale, pourquoi la chassidoute s'est dévoilée dans les pays ashkénazes? Ça, chez les Sfarades, c'est une question hyper classique. Voire quand j'étais un peu plus jeune, mais non, nous, on n'a pas besoin de ça, vous êtes des Ashkénazes, c'est une des questions classiques, c'est une des répliques classiques. C'est une des répliques classiques qu'il y a eu partout, et concrètement, la question est légitime. Pourquoi on n'a pas eu de chassidoute, pourquoi on n'a pas eu de chassidim dans les pays sfarades? Légitime la question ou pas? Donc moi je suis un sfarade, la chassidoute ne me connecte pas, la chassidoute ne m'interpelle pas, elle ne fait pas de moi, elle vient des pays ashkénazes. On est d'accord? Pas seulement ça, c'est qu'en vérité, la question elle est bonne. Pourquoi on n'a pas eu de rabbi dans les pays séfarades? Pourquoi en Tunisie il n'y a pas eu de rabbi? Pourquoi en Maroc il n'y a pas eu de rabbi? En Algérie il n'y a pas eu de rabbi? Pourquoi on n'a pas eu de chassidoute? Comment? Pourquoi on n'a pas eu de chassidoute? Ni au Maroc, ni encore une fois, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en chose. Et le seul endroit où il y a eu de la chassidoute, elle a été dans les pays ashkénazes. Et pourquoi les pays séfarades n'ont pas besoin de chassidoute? Comment? Alors c'est ce qu'on va étudier. On va, là justement, c'est 10. Bah, vous inquiétez pas, c'est exactement le but de tout ça. Donc, oui, mais alors, c'est pas. Alors d'abord, ils n'étaient pas considérés comme des rabbis, comme des tzadikim extraordinaires, mais la notion même de rabbi, elle existe uniquement dans la chassidoute, c'est-à-dire chez les chassidim. Ok, ça on étudiera ça un peu plus tard, au fil de tout ce qu'on va étudier, on va étudier ça. Donc la notion de rabbi, de admour, ça existe que chez les chassidim. Donc, encore une fois, la question elle est, c'est quoi le truc? Pourquoi on a eu? Et si maintenant, moi je suis de race sfarade, est-ce que l'étude de la chassidoute je suis connecté avec l'étude de la chassidoute ou pas? Ok? Ou en vérité c'est sans race, la chassidoute. En vérité c'est une étude de la Torah quelconque, c'est une étude de la Torah. Et donc on y est tous liés, que ce soit les sfarades, que ce soit les ashkénazes, que ce soit les lidvak, que ce soit les chassidim, que ce soit les polonais, que ce soit n'importe quoi. Ok? Donc ça c'est la question première. Évidemment, tout le but de cette étude-là, de ce shiur-là qu'on va faire pendant 10-12 semaines, on va voir combien de temps ça va nous prendre. Tout le but de ça, c'est de comprendre c'est quoi la chassidoute. Et on va étudier un contraste, une étude particulière du Rabbi Lubavitch qui s'appelle Contrast Inyana Shel Torah Chassidoute. Le principe, la notion même, c'est quoi la Torah Chassidoute? Qu'est-ce que la Torah Chassidoute elle est venue innover? Okay? Et ça, on va le voir dans les photocopies qu'on va voir bientôt. On va essayer de faire ça en 2 cours et après commencer à rentrer dans le contraste lui-même. Okay? Donc la question est bonne? C'est une question qui est légitime, c'est une question qu'on a pu se poser. Des fois, moi, si je suis un bon Marocain, quand je vais voir des Chabad, bon, je veux dire que c'est pas lié avec moi, quoi. C'est pas lié avec moi, j'ai pas d'affinité avec ça. Eux, c'est des Ashkénazes. Que ce soit un Marocain, que ce soit Tunisien, que ce soit Algérien, n'importe quoi. Donc, pourquoi la chassidoute ne s'est pas dévoilée dans le pays sfarade? Pourquoi le berceau de la chassidoute est des pays Ashkénazes? Claire la question? Moi, j'aime bien qu'on me pose des questions. S'il y a un truc, s'il y a une virgule qui ne passe pas dans ce que je dis, il faut direct s'habituer à me poser la question. Moi, il faut que tout soit dans les cases, tout soit carré, tout soit clair. Oui. Le prénom n'est pas oublié. Abraham. Oui, Abraham. C'est bon? Ça va? Ok. Alors, regardez la page d'après. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. C'est parce que j'ai dû utiliser un Windows. Alors, maintenant. Alors, évidemment, tout ça, on va bien le travailler petit à petit. Là, pour l'instant, on prend les grandes lignes. Il faut savoir que le monde de la Torah, même aujourd'hui, on va considérer que Chabad, c'est une branche, ou les chassidim, de manière générale, mais en vérité, et on va voir qu'en vérité, parmi les chassidim, la branche Chabad a une toute particularité, c'est ce qu'on va étudier, ce qu'on va voir. Et encore une fois, que ça soit clair dès maintenant, être Chabad, il n'y a pas besoin d'avoir une barbe, c'est pas un diplôme. Hein. Être Chabad, c'est pas un diplôme, c'est pas besoin d'avoir une barbe, d'avoir un chapeau, de faire des oi. C'est pas ça être Chabad. Être Chabad, c'est connaître la chassidoute Chabad. Et faire bien évidemment comme le rabbi demande. Donc je peux être un Chabad, et je m'habille en jean,
Ça n'a rien à voir, ok? Entre guillemets, on va voir plus tard que la chassidoute, de manière générale, c'est une philosophie. De la même manière que je peux avoir une philosophie hindoue, les Havdil, être américain, je peux de la même manière être hindou, mais avoir une philosophie américaine. Donc philosophie, c'est-à-dire une mode de pensée, un mode de vision, ok? Donc Chabad, ça n'a pas d'étiquette, ça n'a tout ce qu'on croit, de toute façon, la Torah n'a pas d'étiquette. La Torah, elle s'associe à chaque Yehudi. Alors maintenant, bon le monde... Quoi? C'est bon pour les séparateurs. Oui, bien sûr, évidemment. Non, donc quand on dit Chabad, faut pas croire Chabad, c'est les gars avec les chapeaux et tout ça comme moi. Chabad, c'est comme si maintenant on va dire qu'un livre de Gemara, est-ce que c'est spécial Sfarad Ashkenaz? Ça n'existe pas. La Gemara, c'est pour tout le monde. De la même manière, la Chassidut Chabad, c'est une étude, c'est de la Torah. Donc de la même manière que ça n'existe pas une halakha qui est liée pas avec tous les juifs, de la même manière, ça n'existe pas une lettre dans la Chassidut Chabad qui n'est pas liée avec tous les juifs. Donc ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Le fait qu'il y ait d'étiquette, c'est parce que après il y a d'autres choses. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Donc c'est une étude que tous les Bnei Israël doivent connaître. Et comme on va voir tout de suite, bientôt, c'est une étude que tout le monde doit connaître. Le monde de la Torah est divisé en deux grandes écoles. De tout temps, c'est-à-dire de tout temps. Disons, ces 600, 700 dernières années, en vérité, ces 500 dernières années, le monde de la Torah a été divisé en deux grandes écoles. L'école séfarade et l'école ashkénaze. C'est un fait. Jusqu'à aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, de la même manière que on est tous des Américains, les jeans américains, les t-shirts américains, on est tous des Américains. De la même manière, tout est devenu balagan. Avant, le monde était très grand, le monde était vaste. Les endroits, la France, elle avait sa manière de s'habiller, la Suède, elle avait sa manière de s'habiller. Aujourd'hui, tout le monde écoute la même musique, le monde est devenu tout petit. On est d'accord? Donc, en tout cas, dans les grandes lignes, il y a toujours eu, dans le monde de la Torah, il y a toujours eu deux grandes écoles, pas empires, mais c'est deux grandes visions de la Torah. Il y a eu le monde séfarade, le monde séfarade, et le monde ashkénaze. C'est deux grandes écoles qui sont complètement... Je répète encore une fois, quand je parle, comment je parle pas d'étiquette, je parle pas de race, je parle de rien. C'est une école. Si maintenant j'ai étudié chez les ashkénazes, alors que je suis un Tunisien de souche, eh ben, c'est quoi l'éducation? C'est la culture. Donc ta culture, ton éducation, tout toi, ça va devenir ashkénaze. Si maintenant tu es un ashkénaze, comme il y en avait un qui s'appelait Chacham Tzvi, c'était un ashkénaze, on l'appelait Chacham Tzvi. Chacham Tzvi, c'est le nom qu'on donnait aux grands rabbanim sfarad. C'est un ashkénaze, on l'appelait Chacham Tzvi. Mais pourquoi? Parce que celui-là, une fois qu'il avait terminé d'étudier un peu le mode ashkénaze, il s'est dit, il me manque, il doit y avoir sûrement autre chose pour pouvoir développer ma culture. Et il est parti dans les pays sfarades pour étudier leur manière, leur science, comment ils étudiaient. Et tellement il s'est imprégné de la manière sfarade, donc on l'a appelé Chacham Tzvi. Donc au final, ici on ne parle pas de race, chez les Bnei Israël on a une seule race. C'est qu'on est des Bnei Israël et qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu. On a une seule race, il n'y a pas deux races. Mais dedans, il y a une culture. Il y a la culture ashkénaze, il y a la culture sfarade. Quelle est donc on avait deux grandes écoles. École sfarade, école ashkénaze. La particularité de l'école sfarade, elle est très simple. L'étude de la Kabbale. C'est un fait. Alors la Kabbale, c'est dommage, je n'y ai pas pensé à expliquer ce qu'est la Kabbale. La Kabbale, on va voir plus tard, la Kabbale, c'est les secrets de la Torah. Moi j'appelle ça grossièrement, c'est l'intimité de la Torah, l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on étudie de manière générale dans la Gemara, dans la Halacha, c'est comment faire les mitzvot. La Kabbale, c'est pourquoi et que signifient les mitzvot. Donc c'est comme si maintenant, je vais apprendre un nouveau métier, je vais apprendre commercial, mais j'y connais rien. Je comprends rien à la psychologie humaine. Pour me faire former, je peux vous assurer que les 6 premiers mois, on m'explique rien. On me dit c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu arrives, tu serres la main fort, tu fais comme ça, tu regardes, tu lui parles de choses. Et petit à petit, il va commencer à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque technique qu'on lui a donnée. La halakha et la Gemara, c'est comment faire les mitzvot, c'est quoi techniquement, comment on met les tefillin, comment ci, comment ça, c'est comment faire. Mais rien à voir avec, c'est comme avant dans les trucs Hollywood.
vous aviez des grandes façades, mais derrière vous rentriez, c'était une maison normale. Donc il y a d'abord la façade. Il y a la façade. C'est quoi? Comment faire? Après, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le sens de la mitzvah? Après, c'est derrière. Et ça, c'est la Kabbale. Encore mieux que cela, une des questions, une des réponses qu'on donne sur le don de la Torah. Le don de la Torah, on a reçu la Torah. Au final, sur toute la Torah, on a reçu 10 commandements. Quand même, après 210 ans en Égypte, 85 années d'esclavage, une mise en scène hollywoodienne, tu nous donnes 10 commandements. Donne-nous des trucs très compliqués, ou bien 10 commandements. En vérité, une des réponses qu'on donne, c'est qu'en fin de compte, on n'a donné que 10 commandements. Ça, c'était l'aspect extérieur. Mais tout le reste, on a vu Dieu. Et ça veut dire quoi, voir Dieu? L'intimité de Dieu. Donc, au moment du Matan Torah, on a reçu plus de Kabbale que de l'autre côté de la Torah. Alors, la Kabbale, elle va s'appeler Pnimiut Torah, l'intérieur de la Torah. Et la halakha et tout ça va s'appeler les commandements, les 630 commandements à premier abord, vont s'appeler la Chitzonat Torah, l'aspect extérieur de la Torah. Ok? Donc la Kabbale, c'est l'intérieur, c'est l'intimité, c'est l'intérieur de mitzvot, c'est ce qui explique c'est quoi les mitzvot. L'un c'est comment faire les mitzvot, l'autre c'est quoi les mitzvot. Mais en pratique, quand quelqu'un commence à étudier, d'abord il va apprendre la première partie, c'est qu'est-ce que je dois faire, et c'est après qu'il va se tourner vers la Kabbalah ou on peut aller directement vers la Kabbalah? Alors en fin de compte c'est évident, tout dépend de la vitesse d'apprentissage. Si le gars il est fil et il apprend rapidement les halachot filin, je peux passer tout de suite à l'étape d'après. Si maintenant la personne il met 1 an pour apprendre à l'Elvet, évidemment. Mais de l'autre côté, c'est une chose, ça dépend de l'intelligence. C'est des choses qu'on peut apprendre tout de suite. Alors peut-être que les étapes, alors évidemment, si on ne m'apprend pas à mettre les tefilines, on ne va pas m'expliquer c'est quoi les tefilines. Mais l'étape, elle peut se faire en même temps. L'étape, elle peut se faire une journée après. L'étape, elle peut se faire 1 an plus tard. Mais c'est 2 choses qu'on a besoin de savoir. Les enfants, surtout de nos jours, et comme on voit tout à l'heure, de nos jours, ils nous demandent à chaque fois pourquoi. Ce pourquoi, c'est plus que fais ce que je dis. Le pourquoi, c'est plus tard. Ok? Ah, maintenant. Pourtant, c'est connu qu'il faut attendre 40 ans d'études pour avoir la Kabbalah. On va y arriver tout de suite. Ok? Alors, oui. Tout à l'heure, tu as dit que la halakha, elle était pareille pour le juif. On voit bien qu'il y a des halakhas pour les ashkénazes et les. Alors, il a dit, et on peut écouter sa question. Il a demandé, tout à l'heure, on a dit que les halakhot sont faits pour tous les Bnei Israël. Et voilà qu'on voit qu'il y a des halakhot qui sont faits pour les ashkénazes et des halakhot qui sont faits pour les sfarades. Alors, il faut savoir que tous les différences de halakhot entre ashkénazes et sfarades, c'est uniquement sur des détails. Non, par exemple, pour le temps de manger entre le lait et la viande, je te parle à mon niveau. Ouais. Par exemple, c'est 3 heures pour les ashkénazes, 6 heures pour les séfarades. Malgré ça, ça s'appelle des détails. Mais alors moi, aujourd'hui, je fais quoi? J'étudie avec toi. Non, là on parle pas sur les minagim halachiques, on parle sur la philosophie, la culture. Parce que, après là tu poses une autre question, comment on définit des minagim? Non mais comment on se définit nous-mêmes? Si on est ashkénaz, si on n'a pas suivi. Pourquoi pas, j'aimerais répondre à cette question-là, mais c'est hors sujet, j'ai la réponse à cette question, mais c'est hors sujet, on va mettre 2 heures pour rien. Pas pour rien, mais c'est, on va se mettre hors sujet. Ok, mais c'est selon l'étude ou c'est selon notre appartenance? Ok, on y va. Maintenant, dans le monde Sfarad, et la preuve, c'est que tous les grands, on va prendre les Marocains, parce que c'est comme ça, c'est ceux qui sont le plus connus. On va prendre tous les Baba Saleh, et tous les autres grands tzadikim. Tout cela, ils étaient connus pourquoi? Pour leur connaissance de la Kabbale. Et quelque part, cette Kabbalah, on va voir que c'est ça qui les a rendus peut-être des tzadikim, et voire des faiseurs de miracles. Chez les Ashkénazes proprement dit, non pas chez les Chassidim, chez les Ashkénazes, où est-ce qu'on a vu des faiseurs de miracles chez les Ashkénazes? Dans la culture ashkénaze. Où est-ce qu'on est parti voir des rabbanim ashkénazes pour... Mais ça c'est un chassid. On va y arriver sur le chassidim. Moi je parle pour l'instant le bloc. On avait le bloc ashkénaze. Où est-ce qu'on a vu des faiseurs de miracles chez les ashkénazes? Ça dépend de la perception du miracle aussi. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il n'était pas réputé pour être un faiseur de miracles. Peut-être qu'il en a fait, mais c'était pas une réputation. Et tous les Nachman de Breslev. Ça c'est des chassidim.
Et quelle est la différence finalement? Ben, on va y arriver. Ok? Ça, c'est des chassidim. Mais si vous regardez la partie Ashkenaz, dans la partie Ashkenaz, on n'a pas des faiseurs de miracles comme il y avait chez les Sfarades. Et chez les Tunisiens, les Rabbi Chaim Lomet, et tout, etc. Tous ces faiseurs de miracles, c'était essentiellement chez les Sfarades. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce qu'ils étudiaient la Kabbale. Quelqu'un qui est approfondi dans la Kabbale, on va voir plus tard, que l'étude de la Kabbale va amener automatiquement une Yirat Shamayim particulière, une crainte de Dieu particulière, un attachement avec Hachem tout particulier. Ce qui fait que, de par la grandeur des Rabbanim Ashkenaz et Séfarades, automatiquement ils avaient un lien tout particulier avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de faire certaines choses. Chez les Ashkenaz, non. Une des grandes particularités des Ashkenaz va être une étude de la Torah extraordinairement approfondie, extraordinairement vaste, de l'étude de la Gemara, tout va, etc., etc. Mais, alors, bien évidemment, l'école essentielle Ashkenaz, ça va être ce qu'on appelle les Litvak, les Lituaniens. Ok? Aujourd'hui, l'école de pensée principale des Ashkenaz, c'est l'école de pensée lituanienne, les Litvak. Donc quand vous entendez Apoinovitch, Keter Shlomo, et tous ces grands yeshivot, la yeshiva de Mir, tout ça, c'est un mode de pensée, c'est l'école ashkénaze lituanienne. Donc le mode de pensée lituanienne, ça provient aussi de l'époque du Baal Shem Tov, avec le Gaon de Vilna, c'est essentiellement étude de la Torah. Toute la Avodat Hashem, tout le service de Dieu passe par l'étude de la Torah, mais pas l'étude de la Torah toute catégorie, essentiellement le niglé de la Torah, la chitzonit de la Torah, la partie technique de la Torah, et ils vont être à fond la caisse de temps, ils vont apprendre du matin au soir, etc. Mais il y a un trait rouge à ne pas dépasser, c'est l'étude de la Torah, on ne touche pas. L'étude de la Kabbale, on ne touche pas. Une des sources de leur enseignement, c'était quoi? C'était que, comme tout à l'heure Abraham il a dit, qu'il faut avoir 40 ans, il faut avoir terminé, il faut être balèze, il faut être assis dans l'étude de la Torah, il faut être costaud, il faut être là, il faut avoir un sechel bien développé. Comme ça, ce sechel bien développé là, il peut nous donner quoi? Il va nous donner une compréhension. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, nous avons vu qu'il y avait 3 tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes, dans la Kabbale, et au final, ils s'en sont sortis fous. Et donc, a priori, c'est pas donné à tout le monde, etc., 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 etc. Mais, déjà à l'époque du Harizal, c'est-à-dire à peu près à 600 ans, donc l'époque du Harizal, je vous rappelle que c'est la même époque que Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Déjà, le Harizal, à l'époque, il avait dit, mitzvah legalot zot Torah. Il faut que tout le monde apprenne la Kabbale. Et bien que, vous me connaissez, je ne suis pas très net, mais c'est sûr et certain que j'étudie de la Kabbale, et pourtant je n'ai pas l'air si fou que ça. Donc a priori, si il faut avoir 40 ans, je n'ai pas 40 ans, et on a commencé à étudier à l'âge de 13 ans, 14 ans, quand on était à l'Yeshiva. Donc pourtant on n'est pas fou, on n'est pas devenu fou pour autant. Et ça, moi je suis que seul. Et tous les chassidim Chabad qui ont fait. Et vous tous, quand vous êtes au Bet Chabad, vous apprenez la Kabbale quand on fait les discours. Donc, a priori, on voit bien que ça ne rend pas fou d'étudier la Kabbale. Ok? Alors maintenant, mais eux, c'était ça leur politique à eux. Donc, leur politique à eux, c'était quoi? C'était, donc, les grandes écoles, c'était Sfarad, Kabbale, Ashkenaz, pas Kabbale. Pourquoi finalement? Pour à peu près toutes les raisons que j'ai données, et que la Kabbale, elle fait peur, de premier abord, et en plus, quand quelqu'un, il est essentiellement concentré sur l'étude technique des choses. Quand vous commencez à lui expliquer le pourquoi des choses, comme ça, non, ne me déstabilise pas. Ne me déstabilise pas. Vous demandez à un comptable, par exemple, vous lui demandez de réfléchir, c'est un peu compliqué. Alors peut-être qu'un expert comptable, peut-être quelqu'un qui va être comme ça dans le business. Mais quelqu'un qui est comptable, donc lui, il a besoin des chiffres, il a besoin que tout soit carré, c'est difficile pour lui. Il ne peut pas s'évader. Donc dès lors qu'on s'investit que sur la partie technique des choses, eh ben, ça donne moins de place à la partie un peu ésotérique, un peu mystique, un peu abstraite, etc. etc. Ok? Je vais mettre ma micro. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore dessus? Très bien. Autre
Autre chose particulière qu'il y avait dans les pays sfarades, ou chez les sfarades, et qu'il y a moins chez les ashkénazes, la émouna simple. Une émouna temima, une émouna simple, naïve, si on peut dire, c'est un peu péjoratif, mais c'est pas vrai. Une émouna simple et naïve, elle est plus... Non. Une émouna simple et naïve, elle est plus en vogue chez les sfarades que chez les ashkénazes. Jusqu'à même dans leurs racines et dans leur culture. Les sfarades, ils vont très rapidement, très facilement avoir un attache avec la Torah, un attache avec les tzadikim, une émouna facile. Chez les ashkénazes, doucement. Et en vérité, je ne l'ai pas noté, mais en vérité, c'est lié avec un grand point, qui est l'atmosphère du pays. L'atmosphère du pays, dans les pays ashkénazes, c'était beaucoup la science. Toute la science provient des pays ashkénazes, de l'Europe, de tous ces pays ashkénazes. Toute la science moderne, toute la médecine moderne, toute la science moderne, elle provient des pays ashkénazes. Les prix Nobel, les mathématiciens, et tout, etc., vous remontez jusqu'à 200, 300, 400 ans, vous n'en avez pas beaucoup dans les pays orientaux. Donc si vous n'en avez pas beaucoup dans les pays orientaux, et vous en aviez essentiellement dans les pays ashkénazes, c'est pourquoi? C'est parce que dans les pays ashkénazes, la première chose qu'on exigeait, c'était la science, technique, la science, la technicité, comment ça marche, etc. Donc on laissait moins de place à ce qui était abstrait. Ok? On est d'accord avec tous ces principes-là? Très bien. Et donc maintenant, on a un tout petit peu compris pourquoi la chassidoute Chabad, ou la chassidoute de manière générale, n'a pas été révélée dans les pays séfarades. Là-bas, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin. Puisque par défaut, la chassidoute, elle émane de la Kabbale, c'est l'étude de la Kabbale. Dans un endroit, comme les Havdil, Pharaon, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il arrivait avec le serpent, avec le bâton qui se transforme en serpent, il lui a dit, Moïse, dans un pays qui est dominé par la magie, tu comptes me faire peur avec de la magie? Tu fais rentrer dans un endroit où il y a de la magie, tu fais rentrer de la magie. On a déjà ça. Il est venu, il l'aura fait. Tu veux rajouter, tu veux amener de la Kabbale dans un endroit où ils sont versés dans la Kabbale, t'as rien gagné, ils sont remplis. Et donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la révélation, le dévoilement de la chassidoute, de manière générale, la chassidoute Chabad, non, les pays séfarades, pas besoin. Et donc c'était fait essentiellement dans les pays ashkénazes. Alors maintenant la question elle est, alors maintenant regardez le dernier truc qui va vous exciter, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Écoutez, lisez bien ce qui a marqué. Vous rigolez, mais je le pense sincèrement parce que c'est vrai. De nos jours, et en plus ça passe sur une caméra, donc ça veut dire que je peux me faire allumer, mais c'est pas grave. Je vais lire ce qui a marqué. De nos jours, nous sommes tous des Ashkénazes. Répétez-moi ça. C'est pas mal celle-là. Celle-là, vous y attendez pas. Hein. De nos jours, nous sommes tous des Ashkénazes. Mais là, je rigole pas parce que c'est très important ce que je vais dire. Pourquoi nous sommes tous des Ashkénazes? Alors peut-être qu'il y en a qui vont s'énerver sur Internet, parce qu'ils ne connaissent pas trop, mais on a tous ce qu'on dit, on a preuve à l'appui. Dans les pays sfarades, alors je ne remonte pas il y a 50 ans, parce que 50 ans, il y avait déjà une révolution, mais dans les pays sfarades à la base, il y a 100 ans, est-ce que la science était une priorité? Est-ce que l'école était une priorité? Est-ce que l'apprentissage était une priorité? En vérité, on apprenait sur le tas. Papa, il était cordonnier, donc toi, c'était cordonnier. Papa, il est agriculteur, toi, c'était agriculteur. Papa, il est médecin, ah, peut-être tu seras médecin. Est-ce que ça existait? Est-ce que la science était une priorité? Non. Qu'est-ce qui était une priorité? On vit, on avance, on gagne notre vie. On va au Melach étudier la Torah, on va au Talmud étudier la Torah, on fait les tfilotes et comme ça, on passait la vie. Alors attention, la vie était une vraie vie de juif, hein, mais la science n'était pas la priorité dans l'éducation. Dans l'éducation, on faisait attention à ce qu'on mette les tefilines, à ce qu'on faisait le Torah en mitzvot, à ce qu'on sache un minimum parler, mais ce n'était pas l'essentiel. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait dernièrement une étude. Pourquoi? Chez les juifs, comme ça, un article de fou, hein.
Pourquoi chez les Juifs, il y a plus de prix Nobel? Alors, lui, il a commencé à essayer d'expliquer d'une manière tout à fait rationnelle. Il ne sait pas que c'est parce que nous, chez nous, on a une neshama qui nous pousse à aller toujours vers le haut. Il ne savait pas, le gars. C'était un journaliste arabe, ou je ne sais pas quoi, ou perse, ou iranien, ou je ne sais pas quoi. Et il disait, pourquoi chez les Juifs, il y a plus de prix Nobel que chez les Arabes et chez les autres, dans le Moyen-Orient? Il répond une raison toute simple. Il y a tout simplement plus d'universités par habitant dans les pays occidentaux, plus que dans les pays moyen-orientaux. C'est un fact, c'est un fait, c'est calculable, c'est mathématique. Et il y a plus de livres édités dans les pays occidentaux que dans les pays moyen-orientaux. Donc, la culture, la science, l'apprentissage, la connaissance n'étaient pas la priorité première dans les pays moyen-orientaux. Très bien, question. Je pense qu'on est plus ou moins assez jeunes. Est-ce que nos parents ont mis une priorité sur notre éducation à l'école? Je pense que nous tous, quand on rentrait à l'école, on nous demandait, est-ce que tu as eu des bonnes notes? Je ne me rappelle pas, je ne pense pas qu'il y a 70 ans au Maroc, la première chose que la maman demandait, c'est est-ce que maintenant tu as eu des bonnes notes? Pourquoi pas? Mais ce n'était pas la priorité. Peut-être il y a 70 ans, peut-être ça avait changé. Mais, aujourd'hui, même n'importe quel enfant, même l'enfant du plus grand sfarad de la terre, il va à l'école, il apprend les mathématiques, il apprend la technologie, il apprend l'électricité, il apprend comment ça marche les choses, il apprend c'est quoi l'électricité, il apprend c'est quoi des molécules, il apprend c'est quoi ça, c'est quoi un chromosome, il apprend c'est quoi l'ADN, il apprend pourquoi ci, il apprend pourquoi ça, voir que la Terre elle a 250 millions d'années, voir des théories, voir des choses. Et le pire, c'est qu'il a tout de suite sa carrière, il va faire des hautes études. Si en plus il va faire médecin ou va faire chercheur, ou il va faire toutes ces choses-là. Est-ce que dans ce mode de pensée, est-ce que dans cette étude, cet apprentissage, on ressemble aux Sfarad de nos jours, nous, les Sfarad, nous, les Bnei Israël Sfarad, on ressemble plus à des Sfarad ou à des Ashkénazes aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'il est plus facile de faire croire, de donner une émouna temima, une émouna naïve, une croyance naïve à quelqu'un qui a plus d'études ou à quelqu'un qui a moins d'études? Quand est-ce que la émouna elle est plus facile? Quand on a moins d'études. Quand on a des études très fortes. Quand on apprend. Quand on apprend dans des écoles où on va passer, je sais pas moi, quelqu'un il va essayer d'être médecin, ou il va essayer de je sais pas quel haut poste, haute étude en sciences. Et il va commencer à expliquer la théorie de l'évolution, la théorie de la relativité. On va lui apprendre le mahout, le pourquoi du comment du monde. Il va aller chez son maître, chez son rav, il va demander mais comment on a créé le monde? Il va dire je sais pas, qui a créé le monde? C'est Dieu. Comment il a fait? On va lui répondre je sais pas, mais c'est comme ça. Si le gars il est un peu intelligent, si le gars il en veut un peu, il va passer plus de temps sur les bancs du Beth Midrash ou il va passer plus de temps sur les bancs de l'université. Si quelqu'un il est intéressé, si quelqu'un il a un esprit comme ça un peu scientifique, s'il est un peu curieux quoi, il va là où il va y avoir des réponses. Donc aujourd'hui, tous les Sfarad qui habitent en France, et bien en Amérique, en Angleterre, en ce que vous voulez, aujourd'hui, le principal mode éducatif, c'est un mode éducatif scientifique. C'est un fact, c'est un fait, j'invente rien. Donc aujourd'hui, on a été éduqués comme des Sfarad ou comme des Ashkénazes? Comme des Ashkénazes. De la même manière que je vous ai dit tout au début, que ici je ne parle pas d'étiquette. Je ne parle pas de quelqu'un qui a une barbe ou quelqu'un qui n'a pas de barbe. On en a rien à fiche de ça, c'est que un aspect extérieur. On en a rien à fiche. Quelqu'un il peut être un tzaddik alors qu'il ne sait même pas faire aleph bet. À partir du moment où il se donne complètement pour Dieu, il se donne complètement pour ses frères juifs, il est prêt à tout donner. C'est un tzaddik le monsieur. Donc, ici on ne parle pas d'étiquette, aspect extérieur. On parle de philosophie, on parle de mode de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui on a été éduqué en mode de pensée sfarad ou en mode de pensée ashkénaze? Évidemment, il reste. Ceux que ses parents c'était des bons sfarad, des bons juifs ma'amin. Alors évidemment, ils ont fait calquer. Mais c'est pas sûr pour tout le monde. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ou même jusqu'à aujourd'hui, les enfants ils vont vous demander, mais comment ça marche?
Mais comment ça marche? Et c'est pour ça, au passage, qu'il y a des tzadikim qui font des miracles. Pourquoi des tzadikim qui font des miracles? Pour montrer que toute la vie n'est pas que mathématique. Il y a de l'ésotérique, il y a du surnaturel. Et il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu qui maîtrise le monde. Ok? Donc, conséquence, aujourd'hui nous sommes tous des Sfarad, aujourd'hui nous sommes tous des Ashkenaz. Ben, aujourd'hui, on a été éduqués Ashkenaz. On ne parle pas maintenant nous sur les minagim. On parle nous sur les minagim. Et au passage, pour vous prouver à combien j'ai raison, quelle a été l'une des grandes choses, en vérité, moi c'est juste parce que j'ai l'exemple en tête, parce que j'ai lu cette histoire, maintenant sûrement que les autres sadikim ont dû faire exactement la même chose. Lorsqu'ils ont commencé, très vrai. Betrabat gadol, lorsqu'ils ont ramené le joint, ou je ne sais pas c'était une école qui voulait faire du chol au Maroc. Pendant longtemps, ils n'ont pas réussi à s'implanter. Ils ont réussi à s'implanter, toutes ces écoles-là, ils ont réussi à s'implanter en Algérie. Mais peut-être en Tunisie, je ne sais pas. Mais au Maroc, c'était très très compliqué pour eux, pour la force de tous les tzadikim qu'il y avait là-bas était puissante, elle était assise. Il y en a un qui est venu et qui a dit, bon, moi je vais mettre mon enfant là-bas. Alors que, je parle en l'occurrence de Baba Saleh, il avait dit, non, personne ne met ses enfants là-bas. Nous on met les enfants sur une école, un cheder, à Tarat Kodesh, on va étudier la Torah, matin, midi et soir, on va étudier la Gemara, l'Inyanim. Il y en a un qui a osé. Et le Baba Saleh, avant, il a dit, voilà, c'est simple. Celui qui pose son enfant à des pieds, celui qui met son enfant là-bas, il ne termine pas son année. Ah, il a cru qu'on rigolait. Il a posé son enfant là-bas, il a mis son enfant. Il n'a pas terminé l'année. Et donc là-bas, les écoles là-bas, c'était très peu de gens qui allaient là-bas. Pourquoi? Parce que c'était très compliqué. Et tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont allés par un mode d'étude très ouvert, très scientifique, etc., toute la journée à l'école, on nous bassine. Le monde, il a 250 millions d'années, et c'est la théorie de l'évolution, et on descend du singe, etc. Le monsieur et ses parents, c'est pas des grands chachamim. Ils n'ont pas toutes les réponses à tout. Il rentre à la maison, il pose des questions à son père, il dit, je sais pas, va voir le rabbin. Le rabbin, il est un peu pas très ouvert. Comment il fait l'enfant? Il continue à écouter ce qu'on a dit. Et donc tous ces gens-là, ils ont très souvent, ils ont abandonné la religion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aguerri, je n'ai pas été travaillé, on ne m'a pas formé à ce mode de pensée-là. C'est un mode de pensée qui était tout nouveau. Donc, je confirme ce que je viens de dire à une seconde. Aujourd'hui, nous sommes tous dans notre mode de pensée des Ashkénazes. On revient sur ce qu'on a dit au début. Maintenant, vous comprenez pourquoi la chassidoute a été révélée essentiellement dans les pays ashkénazes. Pourquoi pas dans les pays sfarades? C'est simple. Dans les pays sfarades, vous n'avez pas besoin. Que nous confirme l'étude de la chassidoute, que nous confirme. Alors maintenant donc. Alors ça serait quoi aujourd'hui la chassidoute, en tout cas l'étude de la chassidoute? Ça va être en fin de compte une jonction entre le mode de pensée sfarade et le mode de pensée ashkénaze. On provient des pays ashkénazes, la chassidoute provient des pays ashkénazes où le norme, ce qui est en rouge là, la norme c'est la science. Et bien on t'a amené la science de la Torah. On t'a amené les réponses à toutes les questions que tu pourrais avoir dans la Torah. Donc on a pallié aux défauts des pays occidentaux, pallié aux défauts de l'éducation ashkénaze, pallié aux défauts de l'éducation occidentale. Par quoi? Par de l'étude de la Kabbale. Et à travers l'étude de la Kabbale, on va répondre aux questions qu'il y a que la science peut amener. Claire, des questions sur ça avant qu'on continue? Non, c'est pas exactement dans le même thème, mais la Kabbale, c'est qui l'a écrit? La Kabbale, c'est Akadosh Baruch Hu. La Kabbale fait partie de Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire C'est qui l'a mis sur papier, quoi? Qui l'a mis sur papier? Alors, ça dépend. Alors là, tu poses une autre question qui est aussi importante. Mais elle n'a pas lieu ici. C'est ta question en fin de compte, c'est comment la Torah Shebe'al Peh, elle a été mise sur papier. Après, ça c'est une autre. Gemara et Mishnah et Gemara, ça a été mis sur papier, mais la Kabbale, ça a été encore après ou
Non? Ça n'a pas été au même moment? Répète-moi. La Gemara et la Mishnah, c'est pas possible, mais pas en même temps. La Gemara et la Mishnah, parce que la Gemara et la Mishnah elles-mêmes, comme vous savez, tu vas me chercher ce qu'il y a dans l'imprimante. Dans l'imprimante, il y a encore plein de choses qui vont sortir. Il y a plein de choses qui vont sortir. Alors maintenant. Je vais juste une question. Ouais. On dit dans la Torah, tout est marqué. Oui. Ça veut dire que les gens du monde séfarade n'avaient pas de réponse pour tout ce qui était scientifique. Non, il n'y a pas de question. Pardon? Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de question. Mais un enfant qu'on envoie, vous avez donné l'exemple d'un enfant qu'on envoie étudier. Bah, ils n'avaient pas la réponse. Ils n'avaient pas la réponse. Pourquoi ils n'avaient pas la réponse? Parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Ils n'avaient pas la réponse. Vous savez, Ça veut dire qu'ils ont étudié. je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons maintenant, j'habite en Israël. Pour vous montrer à combien, bon, ça peut-être, on va peut-être le travailler un peu plus dans le after, s'il y a affinité. Tout à l'heure, il a demandé, mais alors Ashkenaz, Sfarad. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais des plus simples qui existent sur Terre. Et pour vous montrer à combien, des fois, cette histoire de Sfarad Ashkenaz, c'est une grande blague, mais que tout le monde y me prête beaucoup d'importance, mais en fin de compte, c'est une grande blague. Parce que je vais vous donner un exemple tout simple. J'habite en Israël. Je me pose la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de faire la tfila? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de faire la tfila en tongs? Pieds nus. Oh non, il fait chaud. Pieds nus. Non. Pieds nus en tongs. Écoutez. Imaginons maintenant que je suis, il y a 50 ans, 60 ans, quand là-bas les rabbinim qui étaient, c'était les rabbinim qui venaient tout de suite du Maroc, et les rabbinim ashkénazes qui venaient vraiment tout de suite des pays ashkénazes. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, toutes les halakhot sont connues par tout le monde. Je viens, j'ai chaud. J'ai envie de faire la tfila en bermuda, comme ça, en dessous le genou, et en tongs. Je vais voir un rave ashkénaze. Il me répond quoi? Il a deux options. Ou bien il répond non, c'est interdit, ou bien il répond je sais pas. Mais j'ai chaud au rave. Je sais pas, moi je connais que c'est interdit. Il va chez le Sfarad, il dit oui, c'est permis. Mais je comprends pas, le rave ashkénaze, il connaît pas toute la Torah. Ben c'est ça. Dans les pays Sfarad, dans les pays ashkénazes, il n'y avait pas la question. Il n'y avait pas la question. Vous regardez le Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Pour vous donner un exemple. Regardez le Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Là-bas, il dit que même, vous savez qu'on n'a pas le droit de se déshabiller en plein milieu de la pièce. Maximum, la salle de bain. Minimum, la salle de bain. Maximum, sous sa couverture, on change les habits. Ce qu'on faisait à l'Yeshiva, parce qu'on n'avait pas la salle de bain à côté. Oui, parce qu'on ne peut pas se promener torse nu, ni se promener en culotte. On doit être couvert de la tête aux pieds. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken? Tu veux changer tes chaussettes? Tu vas sous ta couverture, tu te couvres les pieds. Tu enlèves tes chaussettes et tu le remets. Qui le fait aujourd'hui? Personne. Est-ce qu'on le reproche? Non. Pourquoi? Parce qu'avant, il faisait vraiment froid. Donc ça n'existait pas d'avoir des pieds découverts. Les seuls membres qu'on rendait découverts, c'était les mains, le visage. Les mains, le visage. Même garder le chapeau, d'après certains poskim dans la halakha, garder le chapeau fait partie des halakhot de tzniut. Pourquoi tzniut? Mais qui découvrait la seule chose dans les pays ashkénazes, la seule chose qu'on découvrait, c'était quoi? Le visage et les mains. Donc, tu vas demander à un rav ashkénaze, est-ce que j'ai le droit de faire la tefila en tongs? C'est quoi des tongs? Tu vas voir un rav sfarad, il va te dire, bon, le mieux c'est faire couvert. Mais si maintenant il fait chaud, et que le derrière du pays, c'est d'être toujours découvert, donc automatiquement, dans certains cas, tu peux faire découvert. Mais quoi, l'Ashkenaz ne connaît pas la chez l'Ashkenaz, il n'y a pas cette question. Donc chez les Sfarad, il n'y avait pas ce genre de question. Il n'y avait pas de question. Comme il n'y a pas de question, donc il n'y a pas de réponse. Chez les Ashkenaz, on a un autre problème. C'est ou bien tu étais absolument investi dans l'étude de la Torah, de la Gemara, etc., ou bien tu étais encore plus curieux, et à ce moment-là, tu passais de l'autre côté, tu passais scientifique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réponses. Parce que les réponses de la Kabbale, c'était chez les Sfarad. Jusqu'à que la Chassidoute s'est révélée,
eh ben on avait, je vois que la chassidoute s'est révélée, eh ben on avait peut-être ou pas ce besoin-là, ou tout ça, on n'avait pas ce besoin-là. D'accord. Après Alors aujourd'hui, pour un juif 5, il peut prendre. De nos jours, D'un tout le monde est côté, obligé ce qu'il d'étudier veut, la et l'autre- chassidoute. Non, d'un côté ce qu'il veut, de l'autre côté ce qu'il a envie. S'il va chez Pour les minagim? Non, pour les minagim, j'ai pas envie de... non, pour son comportement de tous les jours. La chassidoute, j'ai bien répondu, la chassidoute n'est pas des minagim. La chassidoute, c'est une vision, une étude de la Torah. Autant que je peux étudier la Gemara, autant que je peux étudier la Gemara qui sert à Khamim et être un Ashkenaz. Hein? Il a fait un distinguo. Non, moi je suis en train de dire maintenant un juif simple. Ah, la Kabbalah, la chassidoute, c'est la même chose. Non, mais un juif simple. Aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Concernant quoi? Les minagim? Les halachot. Dans la halachot, il fait comme son père il faisait. Ou comme son rab il fait. La vraie halakha, c'est comme son rab. Il fait. Ça, c'est pour les minagim et la halachot. Toi, tu fais comment? Hein? Mais là, on n'est pas Comme en moi. train de dire s'il doit faire ou pas. Là, il explique les courants. Non, non, mais comme mon rab. Moi, je fais comme mon rab. Il fait comment? Il fait Mais Ashkenaz. que les minagim Chabad. Comme son rave. Mais alors, à la fin, comment je fais moi? Comme ton rab. Alors, si je te choisis Donc comment? tu te choisis un rab. Non, enfin, ça c'est en after ça. Alors, Comme son père ou comme son rave? non, après on expliquera. Après on expliquera exactement comment ça marche. Comme Hein? son père ou comme son rave? Quoi? Comme son père ou comme son rave? Et la vraie source des minagim, c'est comme le rab. Ça n'a jamais été comme le père. Vous savez pourquoi? Vous êtes dans un pays, dans une ville, Il est juste son oreille. où ton père il avait un minag. Maintenant ton père il a un rave. Le rave il décide de changer le minag, mais ton père il écoute. Donc le rave n'a jamais été la source des minagim. C'est le rave qui a été. Le père n'a jamais été la source des minagim, c'est le rave qui est la source des minagim, c'est pas le père. La preuve, je vous donne un exemple tout simple. Les Marocains. Tiens, j'en veux beaucoup aux Marocains ce soir. Alors les Non, mais Marocains. c'est bien, parce qu'on commence à faire partie de la petite minorité aujourd'hui. Les Marocains, dans leur minagim de Pessah, alors qu'on dira les Marocains c'est très sfarad, minagim de Pessah, Oui. c'est comme les Ashkénazes, quasiment. Ben, on fait attention de ne pas prendre du riz, pas prendre des kitniyot, il y en a qui vont pas prendre du sucre. Alors les Algériens, alors ils sont pires des fois. Dans ça, ils vont pas prendre du sucre et tout ça. Mais pourtant dans les halachot sfarad, tu peux permettre beaucoup de choses, à part le riz. Ok? Et bon, parce que le riz ça ressemble aux céréales. Alors que dans les pays ashkénazes, c'est évident qu'on ne prend pas tous les kitniyot. Eh ben, les légumineuses, tout ce qui est, toutes les petites choses. Et pourtant, mais je n'ai pas compris. Mais c'est sfarad ou c'est ashkénaz? Enfin, ça dépend. Si le rave, comme ils étaient versés dans la Kabbale, peut-être on peut lier ça avec ce principe-là. Ils étaient versés dans la grande Hirat Shamayim, etc., dans les pays sfarad. Donc ils ont dit, attends, Pessah, c'est très important, on va augmenter le niveau. Comme ils ont fait dans beaucoup d'autres domaines, on va augmenter le niveau. Donc, on voit bien que le minhag n'a jamais été le père. Le minhag a toujours été le rave. Comme un fils, il va selon le rave de son père. Donc c'est pour ça que le minhag passe aussi par le père. Mais le rave, qui c'est qui donne le minhag? C'est le rave qui donne le minhag, c'est pas le père. Mais le riz, il a toujours été interdit chez les Sfarad. Non. Sauf pour les Tunisiens. Il y a eu un Non, cas parce de- qu'ils ont eu beaucoup. Non, mais le riz, c'est un détail. Le riz, c'est un détail. Les Marocains, ils prennent pas de pois chiches après ça. Ils ont eu cette interdiction depuis longtemps. Mais moi aujourd'hui j'interdis même le chocolat, j'interdis à mes enfants. Les Marocains, ils prennent pas de pois chiches. Si eux, ils prennent des pois chiches chez le Maroc. Non, Alors, ça dépend. Égyptiens, Bon, ok, ils prennent pas de Iraniens. pois tout chiches. ce qui gère mon compas. Égyptiens, Iraniens, Irakiens, ils prennent du Beau-père rien. était marocain, moi Non, je ce que je veux dire, c'est que le riz, Pourtant, le le riz, riz, c'était c'est interdit depuis longtemps. Mais pas dans Oui, tous mais les c'est pas, pays. oui, mais c'est pas un interdit. Pas dans la les Torah, pays. c'est un minag. le riz. Oui, c'est un minag, mais c'était un minag Même les pommes de terre. qui date. Oui, oui, Ça mais a été permis juste pour les oui, Tunisiens oui, récemment. mais pas vrai. à la base, si on regarde le halakha dans Shulchan Aruch Mechaber, tout le principe des légumineuses est écrit pour les Ashkénazes. Pour les Sfarad. Mais les pays égyptiens, Iraniens, Le Irakiens, ils tour, mangent le riz je aussi. dois ramener les photocopies. Et pas que les Tunisiens. Les pays arabes de l'Est, ils mangent. Non. Perpétue, on essaye. Bêtement peut-être. T'en fous, toi, de Ashkenaz. Claire, tout ça? Messieurs, Claire, on peut avancer? Allez, c'est 3 par 3.
prendre chez moi un autre. C'est ça. C'est ça là. Bah, je vous fais profiter de ce que moi j'ai, de ce qu'on m'a donné. Hein. Cravate, c'est cravate, alors ils prennent quel. Pour les minaïs, ils prennent Ashkenaz. Chabad, c'est pas Ashkenaz, Chabad. Chabad, c'est Chabad. Et alors, Bah, nous, par exemple, le Hadon Azaken, il est très très marqué sur quasiment tous les domaines. Il va être pas rigoureux. Alors, je te donne un exemple tout simple. Alors, pour le tefillin, notre nœud de tefillin, et comme le nœud des tefillin, c'est pas là. Nous, on va prendre l'essentiel à Kabbalah. Plus on se rapproche de la Kabbalah, pour le plus lait c'est la viande, par exemple, 6 heures. 6 heures. Et pour les tongs, Les tongs. c'est-à-dire que quand on fait la prière, on doit. Et après, pour les tongs, bah, ça va être le même problème que je t'ai dit. Dans les pays Ashkenaz, d'où provient la chassidoute, il n'y avait pas cette question de tongs. Et nous, comme on est toujours marmir, Quand comme tu fais une bracha, tu dois avoir les pieds couverts. Les pieds nus, tu peux faire une bracha ou pas? pour le machar, les pieds couverts. Tout le monde a Et pour Tout le monde a le kidouche. le kiddush, toutes les brachot, c'est la tefila essentielle, pas un problème. Donc si genre kidouche pieds nus, j'ai le droit. J'ai pas le droit de Alors, si tu me demandes à moi, en tant que chassid de Chabad, je te dis, même ça, on fait et puis on fait habiller. Ah, moi je te demande à toi. Alors. Laquelle Ah, oui, comment Je te demande à toi. Alors, nous, on est marqués sur tout. On fait toujours mieux. La philosophie Chabad, c'est toujours le mieux qu'on peut donner à Dieu. On essaie de donner le max. Mais par exemple, 3 heures ou 6 heures, 3 heures ou 6 heures, c'est-à-dire quoi le max? C'est-à-dire que c'est une question de. Mais pourquoi c'est ça Le le premier rachamim, je ne suis pas parti. Je reste avec toi, je réponds à tes questions. Non, je reste avec toi, je veux que je réponde à tes questions. Ok? Parce qu'après, on va s'éloigner du sujet et ça va m'ennuyer tout le monde. Ok? On y va? Il y a des questions? Il y a des questions? Est-ce que d'après vous, c'est assez important ce qu'on vient d'étudier? Hein? C'est une bonne introduction. Je pense que ça me trompe. Non, le sorcier a fait quoi? Après, quels vont être les dégâts? Non! Je plaisante. C'est une réalité, c'est une réalité. Je plaisante. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, encore une fois, je me rappelle jusqu'à maintenant, j'étais à l'école juive à partir d'un certain âge, et on nous disait, la Terre, elle a 150 millions d'années. Alors que la Torah, elle ne tient pas de ça. Mais parce que dans l'école juive, tu as la partie Kodesh, et après tu as l'enseignement obligatoire selon le gouvernement français. Donc tu as le programme d'académie. Si dans le programme d'académie, ils ont décidé qu'il y avait 150 millions d'années, 150 millions d'années, s'ils ont décidé que c'est avec le Big Bang que le monde il a été créé, ils ont décidé. Un enfant, on lui explique pendant 3 heures par semaine que c'est le Big Bang qui a créé le monde. Son père, il vient, il le amène à la choule. Pourquoi tu vas faire la choule? Pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. Il fait, papa, arrête, ça ne tient pas la route. Il fait quoi, ça ne tient pas la route? Mais papa, arrête. Il y a eu cette molécule-là, qui s'est fait avec cette molécule-là. Et après ça. Si le papa, il ne connaît pas de la Torah, si le papa, il n'a pas étudié, comment répondre à son enfant? Comment il répond? On va l'étudier ça? Mais excusez-moi. Si vous voulez, on peut le répondre. Ça, c'est dans la partie after. Ça, c'est pas incohérent de dire que Ça, dans la Kabbale, Après, est-ce que c'est cohérent? C'est pas cohérent, mais je peux vous assurer que 90% des parents ne savent pas répondre. Oui, mais c'est cohérent. D'accord, les deux marchent. Non, Après, les deux. non. Moi, c'est comme Dans ça la que j'ai Torah, étudié, ça marche. selon la Torah orthodoxe, donc sans rentrer dans des tralouides, selon la Torah orthodoxe, Dieu il a créé le monde en 6 jours fois 24 heures. Et en vérité, selon le chat de Rashi, mieux, c'est tout le premier jour, et après il a organisé les 6 autres jours. Je suis d'accord. Bon, on va pas rentrer 6 dans fois 24 heures. Mais attention, hein, j'ai bien dit dans les shiur, j'ai bien annoncé, hein, c'est jusqu'à 10h30 le shiur, et après il y a le after. Donc après, toutes les questions que vous avez, on vient entre X. On y va? On n'est pas Très bien. Comment? On n'est pas couché. 2h du matin, je lâche, j'ouvre la porte. Alors, si maintenant on vous parle un tout petit peu de la chassidoute, quelles sont les premières... Alors, fermez la... parce qu'après vous allez tricher. Quels sont les premiers noms qui vous viennent en tête quand on vous parle de la chassidoute? Parmi les grands rabbinim de la chassidoute. Le rabbi. Ben oui, Rabbi, qui d'autre? Shem Tov. C'est le précurseur. Le beau-père du rabbi. Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, après. Dov-père. Ça aussi c'est des chassidim des Rabbi Chabad, après. Nachman de Breslev.
Donc, en vérité, tout le monde connaît le Baal Shem Tov. Non. Quelle ville? Quelle ville ville de Shem Tov, non, je rigole. Quelle ville? Medjivod, je crois. Medjivod. Alors, tout le monde connaît le Baal Shem Tov en tant que fondateur de la Chassidoute, ce qu'on appelle la Chassidoute Klalit. Comment il s'appelle celui qui, En vérité, le schéma il n'est pas assez bon. Bah, j'espère que vous allez vous rappeler ou noter. Hein? Comment? Comment il s'appelle celui qui est mort torturé avec un peigne? Non, c'est Rabbi Akiva, ça c'est à l'époque de la Mishnah. À l'époque de la Mishnah, à l'époque 100 ans après la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple. 2000 ans, ça. Oui, ça, nous, la Chassidoute, on va parler, la Chassidoute Rabat, c'est il y a 250 ans, la Chassidoute Baal Shem Tov, c'est il y a 300 ans, et là, ce qu'on va parler, c'est à peu près 70 ans avant le Baal Shem Tov, 80 ans avant le Baal Shem Tov. Ok? En vérité, vous savez, il y a une règle, c'est la suivante. Vous savez, c'est très difficile d'être Mechadesh des Chidushim. C'est très difficile de vraiment innover quelque chose qui n'existe pas. C'est très compliqué. Toutes les inventions qui vont se faire sur Terre, toutes les inventions vont se passer de la manière suivante. Ça va être une jonction entre deux écoles. Et après qu'on a la jonction entre les deux écoles, il va y avoir une petite idée qui va s'émerger. Et après cette petite idée-là, elle va encore créer. Il va y avoir après la jonction entre ces deux choses. Comme un certain grand inventeur informatique, il disait que lui, il était à la jonction de l'art et de l'informatique. Le fondateur d'Apple. Il disait, je suis à la jonction de l'art et de l'informatique. Dans tout son ère avant que lui, à l'époque où il y avait des machines informatiques, ça on avait déjà créé, mais c'était des machines très rugueuses, très pas propres, etc. etc. Lui, il s'est dit, j'avais un truc classe, c'est quoi? On va faire des produits beaux, sophistiqués, classiques, pas spécialement innovants dans ce qu'on sait dans l'informatique, ça aussi, pourquoi pas, mais dans la fluidité, dans l'art, que ça soit beau, que ça soit agréable à la vue, etc. etc. Donc, de l'art, mais à la jonction de l'art et de l'informatique. Après, maintenant, bientôt, va sûrement arriver, donc tout celui qui a un business à faire, qu'il sache que c'est dans ce domaine-là qu'il faut y aller, ça va être bientôt dans la jonction entre l'informatique et la médecine. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Ils sont en train d'essayer de trouver comment reconnecter des ordinateurs avec... Là, ils ont sorti quoi? Ils ont sorti avec la lentille de je sais pas, de Google, pour les diabétiques. Donc, ils vont essayer maintenant de faire entrer la technologie au service de la médecine. Chose qu'avant, il n'y avait pas. Les médecins, c'était les médecins, les trucs, etc. etc. OK? Donc, à chaque fois qu'il y a une innovation, c'est tout le temps, il y a un travail de fond qui se fait, une réflexion qui se fait, jusqu'à que la chose, elle est mûre. Et une fois que la chose, elle est mûre, paf, on fait le saut et on passe à un degré suivant. Ok? Donc, automatiquement, la chassidoute, elle ne va pas échapper à cette logique-là. Dommage que je n'ai pas d'autres exemples bien clairs en tête, sinon je vous en aurais donné, mais c'est toujours le même principe. Et donc, la chassidoute ne va pas échapper à ce principe-là. Donc, de la même manière, aujourd'hui, tout le monde connaît le Baal Shem Tov. Tout le monde sait que le Baal Shem Tov, il a fait des miracles, le Baal Shem Tov par-ci, le Baal Shem Tov par-là. Maintenant, officiellement, le Baal Shem Tov est le fondateur de la chassidoute. Et on va appeler ça le fondateur de la chassidoute Klalit. Cependant, le Baal Shem Tov lui-même, donc là on va rentrer un peu plus dans de l'historique, le Baal Shem Tov lui-même n'est que le 4e Baal Shem. Avant le Baal Shem Tov lui-même, il avait lui-même trois prédécesseurs. Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms, le Rabbi Yoel Baal Shem, le Rabbi Adam Baal Shem. Tous ces trois grands tzadikim, donc encore une fois, nous sommes là dans le pays Ashkenaz, mais maintenant on a dit qu'on oubliait ce principe-là et on parle de philosophie, de réflexion, de pensée, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Gemara c'est pour tout le monde, la Kabbale c'est pour tout le monde, etc., etc. Donc, le premier grand rabbi, c'était le Rabbi Adam, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, après Rabbi Yoel Baal Shem et Rabbi Adam Baal Shem. Alors, comment ça se passait? Pourquoi personne n'a entendu parler d'eux? Ou très rares sont les personnes qui ont entendu parler d'eux. Alors, un très beau livre, pour ceux qui voudront le lire plus tard, c'est Sefer HaZichronot, les mémoires du Rabbi précédent, extraordinaire.
Pourquoi personne n'a entendu parler d'eux? Parce qu'en vérité, comme chaque chose, alors les havdil, elef alfa avdalot, il faut savoir que lorsque quelqu'un fait une bêtise, lorsqu'un jeune homme fait une bêtise devant ses parents, mais de manière assez insolente et assez faite, c'est que ça fait déjà 6 mois qu'il travaille dessus. Jamais un enfant va fumer, jamais un jeune garçon va fumer devant son père la première cigarette. C'est pas possible. La deuxième cigarette non plus, peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à que avec lui ça devienne vraiment... À ce moment-là, il va oser, parce qu'il ne s'est même plus osé, pour lui c'est tellement pas mal qu'il va aller fumer automatiquement. Donc, pourquoi? Parce que si maintenant un jeune homme va fumer la première cigarette, il va se prendre une tréha tellement grande que c'est fini, il ne pourra plus fumer. Donc si maintenant il veut faire son kiff, si maintenant il veut faire son plaisir, il est obligé de se cacher, il est obligé de se mettre de côté, il va faire sa bêtise, jusqu'à que ça va être tellement, il va tellement être fort dans cela, qu'on ne pourra pas l'enlever. Mais sinon, on va tuer le mauvais, l'œuf dans l'embryon, dans l'œuf, ou ce que vous voulez. Et donc tout de suite, donc pour que quelque chose, et c'est pour ça que la bracha n'existe que dans tout ce qui est caché, parce que si maintenant tu révèles tout de suite la chose, en un instant, on te fauche. Et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à qu'on soit assis. Une fois qu'on est assis, à ce moment-là, les choses elles se révèlent d'elles-mêmes. Mais tout au début, si tu révèles les choses, eh ben, les choses elles disparaissent automatiquement tant qu'on n'est pas solide. Et c'est pour cela que dans tout ce qui se passe, il y a d'abord la partie secrète jusqu'à que l'enfant. Et c'est pour cela que lorsque une dame elle est enceinte, quel est le minag? Alors il y a plusieurs avis, mais le minag le plus habitué, c'est avant 3 mois, on ne dit même pas aux parents. Alors il y en a qui vont le dire. Et il y en a d'autres qui vont attendre jusqu'à 5 mois. Et il y en a d'autres qui ne vont jamais le dire. De toute façon, ils vont le remarquer à un moment ou à un autre. Donc il n'y a pas besoin d'annoncer quelque chose qu'on va remarquer. Pourquoi maintenant on ne le dit pas avant les 3 mois? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait l'Aïnara. Mais pourquoi l'Aïnara, il ne peut pas être à 5 mois? C'est parce que l'Aïnara, elle ne marche pas tout le temps. Lorsque le bébé il est bien ancré dans le ventre de la maman, il est bien là, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il commence à grossir, l'Aïnara n'aura plus la force. Lorsque le bébé il n'est pas encore, il est entre la vie et peut-être pas la vie, on ne sait pas s'il va être là parce qu'il est très léger encore. Donc on laisse le cacher, on laisse faire à 4 jours les choses. Et lorsque la chose elle est assise, elle est costaud, à ce moment-là on peut révéler. Ça, c'est une règle que je pense que tout le monde, ça serait bien d'apprendre ce principe-là et faire très attention. En tout cas, c'est une règle universelle. On ne va pas y rentrer dedans, mais c'est une règle totalement universelle dans tous les domaines qui existent. De la même manière, pour le dévoilement de la chassidoute. Si la chassidoute, dès le premier Rabbi Eliyahu Baal Shem, on avait commencé à enseigner la chassidoute, vous croyez qu'à l'époque, pour ceux qui seront intéressés à regarder le livre Sefer Zechronot, ils verront qu'il avait des opposants extraordinaires, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va contre la nature elle-même de l'étude de l'Itaïte. Litvak, lituanienne. Donc lorsque le premier Baal Shem il est arrivé, il a commencé à enseigner la Kabbale. Il a commencé à lui-même faire des miracles parce que c'était un tzaddik extraordinaire, c'était un gaon extraordinaire, c'était un tzaddik extraordinaire. Lorsqu'il a commencé à révéler, c'était en contraste avec ce qui se passait à l'époque. Et toutes les nouveautés font peur aux gens. Tout ce qui est nouveau fait peur. Pourquoi? Parce qu'au moment où on est dans le nouveau, on est dans une période où on a le pied comme ça un peu en l'air, on ne sait pas où on va atterrir, c'est comme dans le noir. Et donc tous les conservateurs vont toujours être très opposés à tout ce qui est changement de déstabilisation. On est d'accord? On peut dire aussi qu'ils ont peur parce que le chassidut il vient juste après le Shabbat HaTzvi. Oui, donc il était comme ça. Peut-être, pourquoi pas. Il y a ça aussi, mais sinon c'est tout ce qui est innovateur et fait peur. C'est comme ça. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, alors maintenant, c'était quoi le Seder à l'époque? Le Seder à l'époque, c'était comme ça. Alors, ce Rabbi Eliyahu Baal Shem avait aussi une yeshiva. Dans cette yeshiva, il enseignait les premiers embryons, les premiers bourgeons. Ouais, les premiers bourgeons de la chassidoute. Et à ce moment-là, ça prenait. Le chemin avait démarré. Et à ce moment-là, il enseignait. Lorsque il voulait enseigner à d'autres, alors à l'époque de Rabbi Eliyahu Baal Shem, c'était plus lui qui se déplaçait dans les endroits. Et comme ça, petit à petit, la chita, la politique, la vision, le mode de pensée de la chassidoute a commencé à se révéler, a commencé à se former, à faire son chemin, à s'établir. Comme ça, on passe le premier Rabbi Eliyahu Baal Shem, que son successeur était celui qu'on appelle Rabbi Yoel Baal Shem, ça a été fait la même chose. Et déjà à l'époque,
on envoyait qui? Les premiers shluchim. Les premiers shluchim. Les shluchim ne sont pas une invention du Rabbi Lubavitch, non plus une invention du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, mais c'est quelque chose qui est totalement intrinsèque à la Kabbale et à la Chassidut. Pour la raison qu'on verra plus tard, puisque parmi les piliers de la Chassidut, c'est Ahavat Israël, aimer son prochain comme soi-même. Si j'aime vraiment mon frère ou ma sœur, et que mon frère ou ma sœur, ils sont dans une phase d'ignorance qui est néfaste pour eux, si je les aime, je me déplace chez eux et je vais m'occuper d'eux. Comme l'Ahavat Israël fait partie des piliers de la Chassidut, donc évidemment, dans son chromosome, dans son code ADN de la Chassidut,